Frédérique Plasson, directrice générale des solutions emploi et formation chez Adecco. Vous étiez directrice régionale chez Vedurbis, vous entamez un MBA à l'EM Lyon. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bonjour à tous. Alors, ce qui m'a motivée déjà, c'est que j'étais pas forcément en adéquation avec ce que je pensais devoir faire. Tout à l'heure, on a parlé du positionnement des femmes qui, avant de prendre un job, doivent se sentir parfaites. Je ne me sentais pas parfaite à l'époque et de fait, j'avais besoin de me rassurer sur mon employabilité future. Donc, lorsque j'avais 39 ans à l'époque, l'idée c'était de me dire, je vais mettre un diplôme sur ce que je fais aujourd'hui, faire un MBA, garantir mon employabilité et les postes futurs. J'ai occupé des postes de direction générale et des postes de présidence par la suite, ce qui m'a donné la capacité, je pense, d'oser ce que je n'avais pas osé faire avant. Vous confirmez l'impression que peut-être vous avez dans la salle, mais que Madame la ministre a exprimé sur le fait que les femmes ont un peu moins confiance en elles, ou en tout cas, il leur faut plus de confiance pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais je peux en tout cas parler pour, pour mon Et puis celles cas que vous à moi. voyez aussi, puisque vous voyez de Et puis nombreuses celles que je vois personnes très en recherche souvent, d'emploi. effectivement, on se met plus de freins parce qu'on a moins l'habitude d'occuper des postes à responsabilité depuis bien longtemps. Donc on se met plus de freins sur sa capacité à faire, sur sa capacité à trouver du temps aussi, parce qu'on a aussi des vies familiales, des enfants, etc. Et reprendre les études sur un exec MBA quand on, comme moi, j'avais 2 enfants, c'est vrai que c'est un pari un peu fou, mais c'est possible. Et si c'était à refaire, je refais demain. Donc oui, les femmes doivent oser. C'est pas toujours possible, en tout cas aujourd'hui, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Merci en tout cas pour votre première intervention. Caroline Pailloux, fondatrice et PDG de Inition Programme, créé en 2013, un programme de recrutement et d'accélération des hauts potentiels entrepreneuriaux dans les startups les plus prometteuses. Un petit mot peut-être sur votre parcours, pour qu'on puisse chacun voir quel il a été. Et puis, puisqu'on parle de talent, nous parlez de talent, c'est quoi pour vous un talent? On se demande tous si on en a. Ou si on en a, est-ce qu'il n'est pas encore révélé? Peut-être qu'il existe, qu'on n'a pas encore révélé. Bonjour. Oui, moi j'ai un parcours au départ assez classique d'école de commerce et de conseil. Et j'ai monté mon entreprise il y a 5 ans, Ignition, qui effectivement a une prononciation un peu anglophone. Sur les talents, en fait, notre métier à nous, c'est de recruter et d'accompagner des tempéraments entrepreneurs dans le monde des startups. Et du coup, effectivement, on fait cette part de recrutement et de placement qui nous fait nous interroger sur la notion de talent. Le talent, c'est une notion extrêmement vaste. Donc nous, pour simplifier un peu le problème, on l'a réduit au tempérament entrepreneur et intrapreneur, qu'on a essayé de définir en se disant c'est à la fois le génie, le cambouis et l'énergie. Alors le génie, parce qu'on s'est dit, en fait, ce qu'il faut pour travailler dans ces startups qui bougent tout le temps, qui changent tout le temps et qui sont confrontés à des problèmes un peu systématiquement nouveaux, le génie, c'est d'arriver à trouver des solutions simples à des problèmes ultra compliqués. Le cambouis, c'est la capacité à mettre les mains dans le cambouis, donc à faire, et à faire pas toujours ce qu'on avait envie, ambitionné de faire, qu'on trouve noble, mais de faire ce qui a besoin d'être fait pour avancer et faire avancer le schmilblick. Et ça, dans les milieux entrepreneurs, c'est particulièrement important. Et la dernière dimension pour nous, c'est l'énergie, c'est l'envie de prendre des initiatives, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie d'atteindre un objectif. Et dans notre univers, c'est particulièrement important. Mais encore une fois, le talent, ça dépend pour faire quoi. Nous, on est sur ce monde entrepreneurial. Quand quelqu'un vient vous voir, vous posez la question des talents, comment vous abordez la question avec quelqu'un qui vient demander vos services? Nous, la grande question, c'est est-ce qu'il va être capable de s'adapter dans ce monde entrepreneurial? Et donc pour ça, il faut avoir la confiance. D'abord, pour rentrer dans ce monde-là, il faut avoir la confiance de quelqu'un. Donc que ce soit la confiance d'un investisseur parce qu'on entreprend, ou la confiance d'un entrepreneur, ou la confiance d'un manager qui recrute. Et pour avoir cette confiance, il faut démontrer qu'on va être capable de faire ce qui est prévu de faire, qu'on sait pas, qui est d'ailleurs pas très prévu. Donc, pour démontrer ça, on va chercher dans les réussites passées. On va chercher parce que les graines des réussites futures sont déjà dans les réussites passées. Et notre boulot, c'est de trouver ça.
Alors, Jérémy Lamry, entrepreneur depuis 2012, vous avez cofondé 2 entreprises dans les ressources humaines. On a un peu parlé des talents et des parcours de formation. Monkey Tie et puis Lab RH. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Les compétences du XXIe siècle ». Et peut-être comme première question, on voit dans un monde de ressources humaines qui est relativement académique, hein, quelqu'un qui sait faire bouger les lignes. Alors, c'est vous cette personne ? C'est beaucoup de gens, j'en fais partie. Ça a été dur. Quand je suis arrivé sur le marché des ressources humaines en 2012, j'en menais pas large, parce que je connaissais rien du tout aux ressources humaines. Moi, les seules expériences que j'avais eues avec les RH, c'est quand je me faisais recruter et quand je démissionnais. Donc, j'en savais pas beaucoup plus, hein. Et les ressources humaines, pour moi, c'était un peu cette population très obscure, dont on savait pas trop ce qu'ils faisaient, mais on pensait que c'était très lié avec des contrats de travail. Donc vous faites partie des gens qui changent d'univers comme ça et d'emploi comme ça. Comment ça s'est fait ? Comment vous êtes arrivé sans connaître quasiment rien des RH, sauf comme utilisateur à certains moments de votre vie ? Comment vous dites je suis capable de monter des entreprises dans ce secteur ? Je ne m'en sentais pas du tout capable. Comment ça s'est fait ? C'est à l'origine, je suis physicien en physique quantique, donc rien à voir avec les ressources humaines. J'ai travaillé en performance industrielle, en conseil en stratégie, en analyse financière. Et un jour, j'en ai eu marre de tout ça parce que j'étais soit dans des métiers, soit dans des entreprises dans lesquelles je ne m'épanouissais pas. Et la seule chose que je me suis dite, c'est comment on fait dans ce pays pour trouver une boîte ou un métier dans lequel on se sent bien. Et j'ai simplement créé l'entreprise qui me permettrait de trouver ça. J'ai créé le service qui me permettrait de trouver ça. Mais à l'origine, c'était un service pour moi. Je n'avais pas du tout l'intention d'en faire une boîte, hein. Je suis allé voir des DRH et ces DRH m'ont dit mais ça pourrait servir à quelqu'un d'autre qu'à toi, tu sais. Et donc de fil en aiguille, j'ai créé ma boîte, mais je n'avais pas conscience que j'étais en train de créer une entreprise. Et aujourd'hui, ça fait quoi comme dimension ? Donc aujourd'hui, en fait, je l'ai cédé cet été. Donc c'est une entreprise qui fait une vingtaine de personnes aujourd'hui. Donc je l'ai cédé. Pour tout dire, en fait, on a eu un sujet d'actionnaire un peu compliqué, donc on a liquidé la boîte pour pouvoir la revendre. Le Lab RH que j'ai fondé un peu plus récemment, il y a 3 ans, tourne toujours très très bien. Monkey Tie, ça fait de la gestion des compétences. On aide les entreprises à identifier les métiers vers lesquels leurs collaborateurs pourraient évoluer. Et quand je dis les compétences, je ne parle pas que des compétences techniques, mais on parle aussi de toutes les compétences qui vont être plus comportementales, plus cognitives, donc tout ce qui sort un peu du simplement technique. Je pense que ça, on va y revenir après. Exactement. Laurence Morvan, directrice de cabinet du président d'Accenture, un grand cabinet de conseil. Depuis le 1er septembre, vous êtes responsable des programmes responsabilité sociétale du groupe et vous êtes une des 5 femmes du comité exécutif d'Accenture. Peut-être pour reprendre la question qui a été posée à Muriel Pénicaud, comment accélérer encore la parité ? Ça va être dans la loi dans les 3 ans à venir, mais ça ne tient pas en compte les remarques sexistes. Là, ça va être le salaire. Mais comment on fait pour être vraiment dans une parité intégrale et respectée par tout le monde ? C'est vrai que Accenture, donc on est un cabinet de conseil où au départ de la carrière, tout est très labellisé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on rentre au niveau d'analyste, au bout de 2-3 ans, on doit passer à un niveau de consultant, au bout de quelques années, on passe au grade supérieur. Et c'est vrai qu'à ces échelons-là, je ne pense pas qu'on ait de différence très notable entre une femme et un homme. On est vraiment sur des principes de méritocratie. Et puis c'est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, plus on se rend compte qu'il y a d'autres compétences. Il y a effectivement la capacité à networker, il y a la capacité à faire connaître ses réalisations, à s'imposer. Et tout ça, ce sont finalement des compétences qu'on doit développer au fil du temps, mais sur lesquelles l'entreprise a vraiment un gros rôle à jouer pour favoriser la progression des femmes. Donc ça passe, moi je trouve, essentiellement par en fait des leaders, des cadres dirigeants progressistes qui s'engagent sur ce sujet de la diversité. Donc chez nous, par exemple, ça veut dire qu'on a des cibles de parité, en tout cas de pourcentage de femmes à différents niveaux. Suivant les pays, ça peut être d'autres types de diversité aussi. Donc un engagement des dirigeants, ça veut dire qu'il faut de la vigilance des ressources humaines pour s'assurer que dans tous les stades, dans les recrutements, dans les promotions, au moment des revalorisations des salaires, cette parité est bien maintenue.
Donc beaucoup de vigilance des RH. Et puis aussi, c'est de créer un environnement où on peut être vraiment soi. C'est-à-dire que si créer une sorte de work-life balance qui permette à chacun de trouver sa place. On a beaucoup aussi de programmes pour essayer de faire en sorte que chacun puisse se dire je fais partie de l'entreprise, quelles que soient mes diversités, et je peux être moi. Donc ça, c'est vraiment ce triptyque des dirigeants qui se mettent des objectifs, des ressources humaines qui déclinent l'impact dans tous les processus RH, et puis un environnement, une culture qui, du coup, vient souvent aussi des dirigeants, qui est propice à la diversité. Alors, pour attaquer le sujet qui est le nôtre, hein, comment mettre en adéquation les compétences de demain avec les talents d'aujourd'hui, je pose la question, réponse. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je représente le groupe ADECO et c'est vrai que si je reprends ce que vous disiez, on n'est pas forcément sur une identification de talents qui est toujours les mêmes en fonction des postes, des métiers. Aujourd'hui, le groupe ADECO est leader de la partie RH, souvent connu pour la partie travail temporaire. Et la mission de la direction Solutions Emploi, c'est bien d'asseoir en fait la politique du groupe et la stratégie du groupe sur toutes les formes d'emploi et la transformation des compétences. Et aujourd'hui, en fonction des emplois et des métiers que nous accompagnons, on va mettre en place des process et des accompagnements pour estimer quelles sont les compétences nécessaires et les métiers de demain. Et je dis souvent que c'est bien d'identifier les compétences, mais c'est bien aussi d'identifier quels sont les métiers et les compétences nécessaires aux métiers de demain, puisque c'est le matching des deux qui va faire la différence, c'est pas un seul. Donc il est nécessaire qu'on accompagne, quels que soient nos collaborateurs et sous quel contrat, de forme de contrat qu'ils soient, qu'il soit intérimaire, qu'il soit CDI intérimaire, qu'il soit freelance aussi et entrepreneur, qu'à partir de ce moment-là, ils puissent se connaître mieux pour identifier leurs propres compétences d'aujourd'hui ou en devenir. On a beaucoup parlé de compétences de soft skills plutôt que de hard. Quand je suis sur des compétences techniques, il ne faut pas les oublier, mais aujourd'hui, on sait que les métiers vont tellement évoluer dans les prochaines années que demain, ce qui fera la différence, c'est ma capacité à changer de métier. Et on doit de fait travailler à identifier les compétences d'aujourd'hui pour les métiers de demain. Et donc avoir une cartographie de ces métiers de demain très identifiés pour accompagner nos collaborateurs à se projeter sur le métier de demain pour garantir de l'employabilité, une trajectoire professionnelle et effectivement un meilleur salaire demain, puisque c'est les 3 motivations majeures de ce qui me fait accéder à la formation. Est-ce qu'en France, on est bon, peut-être passer la parole à votre voisin, est-ce qu'on est bon en gestion prévisionnelle des emplois? Parce qu'on parle souvent des métiers qui vont évoluer, on dit 50% des métiers n'existent pas encore, de ceux que vous allez pratiquer dans les années qui viennent, mais est-ce qu'on est capable, et certains le font, d'essayer de faire une cartographie, comme vous l'avez dit, des métiers qui sont en devenir? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on est bon en France? Bon, on est d'accord, on parle sans langue de bois. Non. Non, on est bon pour faire de la paperasse en France. C'est-à-dire qu'on est très bon pour faire... Paperasse, c'est qui alors? Là, je prends l'exemple donc, on parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il se trouve qu'en France, c'est un sujet qui est apparu avec la loi de 2004. Et donc, à partir de ce moment-là, on devait le faire. Il y a des entreprises qui, depuis les années 70, étaient déjà dans une logique comme ça, notamment les entreprises qui ont subi des très grandes transformations dans la métallurgie, dans l'industrie du verre, dans l'industrie automobile. Mais depuis 2004, c'est devenu obligatoire dans la loi et c'est un sujet qui a été notamment très très rapproché des sujets sociaux. Donc c'est un sujet qu'on négocie avec les syndicats et c'est un joli document qu'on fait pour essayer de déterminer quelles sont les compétences dont on aura besoin demain et puis qu'on range dans un placard et dont on se sert extrêmement peu. Donc ça, c'est la réalité de la manière dont ça fonctionne en France, ou en tout cas de la manière dont ça fonctionnait jusqu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on reprend le sujet. D'ailleurs, on lui donne un nom un peu plus anglo-saxon pour essayer d'enlever toute la connotation sociale. On parle de workforce planning, de strategic workforce planning, ce qui veut dire, en gros, si on le traduit, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais le sujet, c'est de dire que de quoi est-ce qu'on aura besoin demain dans l'entreprise? Il y a 3 choses. De quoi est-ce qu'on aura besoin demain dans l'entreprise? Quelles sont les compétences dont on aura besoin dans l'entreprise? Les expertises. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans l'entreprise? Et ça, derrière, ça me permet de définir finalement ce qu'il me manque dans l'entreprise demain, mais aussi ce que j'ai en trop aujourd'hui et dont j'aurai plus besoin demain. Il y a ça, mais il y a aussi de la part d'associations ou de pouvoirs publics ou de collectivités locales la capacité à identifier dans un bassin, dans un territoire donné, les métiers qui vont être les métiers de demain.
Et ça, certains le font bien, d'autres, j'imagine, le font moins bien. Bah, alors là, en Ce qui plus, permet de créer des filières, notamment dans les CFA, très rapidement. Aujourd'hui, c'est assez long, mais c'est encore assez long aujourd'hui de le faire. On peut changer de formation rapidement dans un là, CFA. on est sur le sujet de la régionalisation des activités. Et à mon sens, en faisant ça, on va essayer de résoudre le problème du chômage conjoncturel beaucoup plus que le problème du chômage structurel. Et donc, à mon avis, les deux démarches sont extrêmement importantes à allier. Le chômage conjoncturel, ça va être, ou plutôt frictionnel, ça va être quand j'ai quelqu'un à Lille et un boulot à Nice, et les deux ne se rapprochent pas. Le problème structurel, c'est quand soit j'ai des gens pour lesquels il n'y a pas de métier, soit des métiers pour lesquels j'ai pas de gens. Ouais, c'est ce qu'on a vu ce matin, et donc on essaie de voir la solution cet après-midi. Donc on attend de vous des solutions. Oui, alors une des solutions, c'est effectivement de passer par l'analyse des bassins d'emploi et de regarder. Alors je vais juste reprendre, ça dépend de ce qu'on met derrière le demain. Si effectivement le demain c'est dans 10 ans, là on a une visibilité qui est presque à néant aujourd'hui et on sait que ça va véritablement changer. Si la question c'est effectivement demain, dans 1 an, dans 3 ans, là on est en capacité aujourd'hui de projeter, voire de rattraper un retard, puisque aujourd'hui on sait que dans certaines entreprises en transformation, on a déjà un retard en fait, et on aurait déjà dû transformer les compétences qu'on a déjà en poste. Donc aujourd'hui, une des façons, c'est effectivement d'accompagner dans la formation, dans l'identification de la compétence demain, être en capacité de changer, d'apprendre un nouveau métier. Et c'est aussi pour rebondir sur la partie du CFA, puisque la réforme de la formation permet la création d'un CFA aujourd'hui plus rapidement, pour mettre aussi au cœur de l'entreprise sa capacité à former pour répondre à ses propres besoins. Donc c'est une manière de répondre aux besoins des métiers pénuriques aujourd'hui, c'est de dire mettons en fait les besoins de formation au sein de l'entreprise et permettons à l'entreprise de créer son propre CFA plus facilement pour pouvoir répondre à ces métiers pénuriques et emporter sa propre transformation. Sur la partie du CFA, alors ADECO va créer son CFA au 1er janvier 2019 sur les métiers du recrutement, parce que pour demain amener cette transformation je pense que vous serez d'accord, cette transformation des compétences, il faut recruter autrement. On a pendant des années recruté un comptable, il avait comptable sur le CV, il fallait qu'il fasse un métier de comptabilité. Demain, on va essayer de retrouver quelqu'un qui aura une capacité intellectuelle, curiosité, d'adaptabilité à être comptable, ce qui pourra répondre à la partie de chômage frictionnel, puisque aujourd'hui, je prends souvent cet exemple, quand je suis au Havre, c'est un bassin d'emploi sur lequel il y avait beaucoup de comptables historiquement. Aujourd'hui, il y a moins besoin de comptables au Havre. Donc l'idée, c'est pas forcément de rester comptable, et ça nous permet de mettre en place une mobilité fonctionnelle et pas forcément une mobilité géographique. Et on sait que c'est un des freins au métier pénurique en fonction des bassins d'emploi, c'est que nous ne sommes pas très mobiles géographiquement et que de fait, une façon, c'est de répondre par la mobilité fonctionnelle. Si vous voulez prendre la parole là-dessus, justement, sur la question de mobilité et d'adéquation de la compétence par rapport aux besoins. Oui. Évidemment, c'est tout à fait juste, mais moi, ce qui me touche dans ce problème-là, c'est que je pense que les réponses sont aussi au niveau individuel, elles sont au niveau de chacun d'entre nous, parce que nous, quand on cherche ces fameux talents, qu'on a du mal à définir, on cherche d'abord des gens qui vont être auto-apprenants et qui le sont déjà. Parce que ce que le digital a changé, c'est d'une part qu'effectivement il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, mais qu'on peut être aussi entrepreneur de sa propre carrière et de son propre apprentissage. Le digital donne accès à absolument tout ce qui peut s'apprendre, ou à peu près. Et donc, ce qui va compter maintenant, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui avance très vite et quelqu'un qui avance moins vite, c'est sa capacité à apprendre par lui-même. Et on le voit très bien sur les nouveaux métiers, parce que moi, quand j'ai commencé Ignition Programme, on cherchait des gens qui étaient forts en web marketing. Il y en avait extrêmement peu, et le peu qui étaient vraiment compétents, c'était des autodidactes. Et ça a été après un peu la même chose quand il a fallu chercher des data scientists. Alors, c'est moins autodidacte, mais c'était des gens qui avaient des formations complètement différentes de ce qu'on cherche chez un data scientist aujourd'hui. C'était des gens qui avaient souvent fait de la banque, parce qu'en fait, il y avait des robots et beaucoup de data à construire. Et donc, on allait chercher chez ces gens-là. Et ce qui compte, c'est pas tant le parcours qu'il y a eu. Il se trouve qu'on trouvait nos pépites dans certaines filières qui avaient sur le papier rien à voir avec ce qu'on cherchait, mais qui en fait correspondaient. Mais ce qui a vraiment compté, c'est que ces gens-là, ils avaient envie de se former à des compétences qui sont pas si loin de ce qu'ils ont
autrefois utilisés, mais qui sont vraiment les métiers de demain. Et chez vous, comment vous Oui, faites? peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on parle beaucoup du rôle des pouvoirs publics et comment répondre aux enjeux structurels. Il y a aussi quand même beaucoup le rôle des entreprises, puisque nous, on est dans une entreprise où la technologie évolue énormément. Donc, ça veut dire que tous nos collaborateurs doivent se reformer en permanence sur les nouveaux outils. Même vous êtes informaticien, tous les 2 ans, tout au long de votre carrière, vous devrez vous remettre à niveau. Et donc, c'est vraiment aux entreprises aussi de trouver ces leviers de formation. Et ça passe effectivement beaucoup par des formations numériques, puisque ça permet de former plus de gens de façon plus efficace, avec un coût qui va rester maîtrisé. Nous, je vois par exemple sur tout ce qui est donc notre secteur technologie, on a pu former à grande échelle, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes sur 1 ou 2 ans, sur toutes les nouvelles technologies informatiques, en dépensant 25% de moins que ce qu'on dépensait dans le passé. Parce qu'effectivement, c'est en faisant évoluer en permanence la fonction RH et les modalités de formation. Alors, pour continuer, je voudrais qu'on écoute un témoignage, celui de Paulin Pasco, membre de la délégation du G20 des jeunes entrepreneurs. Il nous parle des nouvelles compétences pour réussir demain, telles que lui les voit. Vous avez aussi fait des tables rondes du travail sur la nécessité de l'éducation et la détection des nouvelles qualités qu'il va falloir pour travailler dans les jeunes entreprises innovantes comme la vôtre. Et là encore, il y a des points communs. Alors, quelles sont ces qualités des futurs entrepreneurs de demain ou de leurs futurs salariés épanouis? Alors, un des gros focus de ce G20, c'était l'éducation. Et donc, il y a quelques chiffres qui sont sortis, qu'on a pu voir notamment grâce aux travaux de Sven Buisson. Un chiffre m'a vraiment marqué, un rapport du World Economic Forum qui présentait les 10 compétences les plus importantes pour réussir dans son travail en 2020. Et le top 3, c'est savoir résoudre des problèmes complexes. Le deuxième, c'est avoir un esprit critique fort. Et le troisième, c'est la créativité. Et en fait, sur ces 10 compétences qui sont présentées par le World Economic Forum, sont 10 compétences qui sont uniquement des soft skills. Donc des choses qui ne sont pas sanctionnées par des diplômes, mais qui relèvent plus de l'humain et de l'affect. Exactement. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que notre système éducatif est bâti pour créer ces soft skills et avoir demain des talents qui sont sur le marché et qui sont capables de s'épanouir et de réussir dans nos entreprises? Et donc là, on s'est posé plein de questions et on a trouvé plein de réponses qu'on fournira via un rapport qu'on donnera au gouvernement très bientôt, qui sont comment est-ce qu'on va réussir à aider notre système éducatif à mieux former les talents de demain. Et donc il faut qu'on crée une culture de la débrouillardise, une culture de l'initiative, une culture de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'intrapreneuriat, parce qu'on a besoin d'entrepreneurs qui créent des entreprises, mais on a aussi besoin de troublions qui vont créer des projets et faire grandir les entreprises existantes. Donc voilà, il faut que notre système éducatif arrive à créer ces talents, et on a encore un petit peu de chemin à faire. Voilà pour ce témoignage. Claire, vous partagez, Jérémy, ce que vient d'être dit sur les 10 talents, finalement les 10 compétences qui sont des soft skills maintenant? Oui, totalement. Après, je mets une limite, une réserve. C'est qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, quand on parle de compétences techniques, on ne dit pas des hard skills, on dit compétences techniques. On dit soft skills parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On utilise soft skills parce que globalement, on a du mal. C'est tout ce qui n'est pas technique. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas technique. Mais c'est important de faire ce travail. C'est pas sanctionné par un diplôme, donc on a quelque chose d'un peu mesurable quand même. Aujourd'hui, c'est pas sanctionné par un diplôme, mais un diplôme ne sanctionne pas non plus des compétences techniques. Oui. Donc il y a un flou. C'est ça, à la rigueur des connaissances. Quand on sort d'un diplôme, on a des connaissances, on n'a pas de savoir-faire. Et c'est même pas tout à fait vrai, parce que j'en parle en toute liberté, j'ai pas fait HEC, mais HEC, leur slogan, c'est apprendre à oser. Ils disent pas apprendre à faire de la finance. Donc moi, quand j'écoutais ça, je me disais, c'est pas sanctionné par un diplôme, c'est vrai, mais en fait, les très grandes écoles, elles ont réussi aussi à comprendre que les soft skills étaient vachement importantes. Donc ce qui prouve qu'il y a quand même des gens qui le comprennent. Et moi, comme toi, je pense qu'en fait, soft skills ou hard skills, il va falloir une dénomination commune et un référentiel extrêmement clair de tout ça,
Nous, c'est comme ça qu'on travaille. Je crois qu'une des solutions à ces problèmes de friction et de décalage entre peut-être les compétences nécessaires demain et les talents d'aujourd'hui, c'est pas que les talents sont pas adaptés, c'est juste que le langage n'est pas commun et qu'on ne sait pas encore ce dont on va avoir besoin. Même les entrepreneurs que nous on accompagne, ils savent pas toujours de quoi ils vont avoir besoin et les candidats nous disent ne pas très bien savoir en quoi leur profil peut aider le marché. Donc une des clés sur lesquelles nous on travaille et toi aussi, c'est mettre un référentiel de la méthode, des langages communs, des choses extrêmement claires, très méthodiques, très processées, finalement un peu numériques. Exactement, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer comment est-ce qu'on va mettre en adéquation les compétences de demain avec les talents d'aujourd'hui, alors que aussi bien talents que compétences, on a déjà du mal à les définir. Compétences de demain, vu qu'il n'y a pas de langage et de référentiel clair, je prends le mot compétences, 700 définitions académiques qui existent sur le terme de compétences, aucun consensus. Il n'existe aucun consensus dans le monde sur la définition de compétences. Et après, le talent est quelque chose de très relatif. Si je demande à un poisson rouge de grimper à un arbre, il sera peut-être très bon dans son bocal, mais il ne vaudra rien sur l'arbre. Donc, aussi bien talent que compétences sont des termes qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont aujourd'hui, des termes extrêmement mal définis. Et c'est là tout le sujet du problème. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de sortir un programme très clair de à quoi est-ce qu'il faut former les jeunes demain. Qu'est-ce qui veut intervenir dans la salle? Quelqu'un veut intervenir, poser une question? Mademoiselle, là-bas. Donc, je ne vais pas vous demander quelles sont vos compétences, puisqu'on vient de voir que c'est assez compliqué à définir. Bonjour, je m'appelle Adriana Demosthène, je suis étudiante au lycée Jules Siegfried, je suis en gestion finance et ma question est pour Caroline Payou. Les qualités d'un candidat pour un même poste sont-elles identiques pour les recrutements dans une PME ou une grande entreprise? Alors déjà, même entre deux PME, c'est pas les mêmes compétences demandées. En fait, le travail, effectivement, consiste à... Alors, entre start-up, PME, grande entreprise, je ne sais pas si on peut faire une distinction avec ces grands ensembles. En revanche, entre deux postes dans deux entreprises différentes, le poste sur le papier peut avoir l'air d'être le même. Peut-être même la fiche de poste va être extrêmement similaire. Et en revanche, le besoin va être très différent. Et ce qu'on va regarder, et c'est peut-être ça la différence entre une PME et une grande entreprise, ce qu'on va regarder nous, c'est quels sont les objectifs à suivre sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors sur une grande entreprise, on peut aller jusqu'à 3 ans peut-être. Sur une start-up, au-delà de 6 mois, on se demande déjà où on sera. Mais définir, se poser la question de où on sera dans 6 mois et qu'est-ce qu'on veut obtenir dans 6 mois, c'est déjà la grande question. Et peut-être que sur nous, ce qu'on va chercher pour le monde des startups, c'est beaucoup plus d'agilité. Beaucoup plus d'agilité, de prise d'initiative, de capacité à casser du process qui n'existe pas encore totalement, mais on va quand même le revoir, tenter autre chose, etc. Et donc une capacité à itérer, à tester, à apprendre, qui est peut-être là assez particulière au monde des startups, mais ma conviction, c'est que ça va venir de plus en plus dans toutes les entreprises, parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'innover, et qu'aujourd'hui, l'innovation, à l'ère du digital, elle se fait à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on faisait un grand projet de transformation IT, on faisait d'abord un cahier des charges extrêmement long pendant 2-3 ans, et puis ensuite, on l'implémentait. Aujourd'hui, on fait de l'agile, donc ça veut dire qu'on a une idée, on la lotit en tout petits morceaux, on regarde si ce tout petit morceau est testable, s'il marche et si on peut déployer. Donc les grandes entreprises, elles vont avoir besoin d'innover à cette vitesse-là. Cette vitesse-là, c'est celle des startups. Et ma conviction, c'est que assez vite, il va y avoir de plus en plus de postes qui vont s'ouvrir dans les grandes entreprises, dans lesquelles on aura besoin de cette agilité, de cette capacité à casser des process pour tester autre chose, à mesurer ses tests, à en tirer des conclusions et à itérer. Merci. Autre intervention? Quelqu'un veut prendre la parole, faire part d'une expérience, d'une interrogation? N'hésitez pas, hein, on avait vu que la parole est très libre. Monsieur au fond, avec un micro.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis formateur, j'ai une structure de formation. J'ai juste une question, comment voyez-vous des grands groupes comme ADECO lorsqu'on est un jeune et qu'on doit rentrer dans le marché de l'emploi? Comme on en parlait tout à l'heure, on disait, bon, bah, on demande un jeune super corvéable, super bon, avec plein d'expérience alors qu'il n'a pas d'expérience. Et donc ça, je me demande comment est-ce que vous faites, vous, grande structure, face à ça? Alors, je pense que ça dépend du jeune, de là où il en est effectivement dans sa carrière professionnelle. Si c'est un premier emploi, je l'ai dit tout à l'heure, ADECO aujourd'hui intervient sur toutes les formes d'emploi. Il y a la partie travail temporaire qui est souvent une première marche d'accès à l'emploi et qui permet à beaucoup de jeunes en fait de pouvoir tester plusieurs métiers, plusieurs environnements. Aujourd'hui, il y a la partie CDI intérimaire qui permet effectivement sur 3 compétences différentes de prendre un CDI et d'aller tester là aussi plusieurs métiers, plusieurs compétences et qui fait bénéficier en fait aux intérimaires qui sont sous CDI d'un abondement formation. C'est-à-dire que nous avons un engagement de trajectoire professionnelle avec ces jeunes-là sur 3 métiers spécifiques qu'ils peuvent exercer sur un périmètre géographique restreint. Ensuite, le groupe ADECO a monté la grande école de l'alternance qui nous permet aujourd'hui d'avoir formé plus de 10 000 alternants. Donc fin 2018, on aura dépassé les 10 000. Si je fais le parallèle, un tiers de nos CDI intérimaires aujourd'hui sont sous contrat en fait de professionnalisation pour répondre à leur peut-être pas aux compétences qu'on va trouver sur l'entrepreneuriat ou sur l'intrapreneuriat, mais sur des compétences de transformation de métier qui sont peut-être plus traditionnels comme la logistique ou sur le BTP ou sur la métallurgie, où là aussi on a besoin d'accompagner la transformation des compétences. Et là je parle de connaissances techniques, d'apporter de nouvelles connaissances techniques, d'apporter de nouvelles compétences techniques et d'accompagner, ne serait-ce que déjà ça, une transformation des compétences nécessaires sur les bassins d'emploi. Donc c'est des formations auprès de nos intérimaires, auprès de nos CDI intérimaires, c'est des contrats de professionnalisation. Et maintenant, c'est sur la partie CFA qui va ouvrir aussi le champ des possibles sur le fait d'avoir la main en tant qu'entreprise sur comment je fais pour former et répondre aux besoins que moi j'ai dans l'entreprise. Ensuite, je pense qu'il y a aussi sur la partie formation et accompagnement, il y a une partie test, on parlait de la partie comportementale. Aujourd'hui, nos intérimaires ou nos collaborateurs ont accès à des tests de quotient émotionnel pour apprendre à se connaître et pour pouvoir débriefer avec quelqu'un qui demain sera en capacité de les orienter professionnellement, parce que c'est pas toujours évident de savoir qui je suis et comment sur mon périmètre géographique, à quel métier je peux avoir accès en fonction de mes compétences et en fonction de mes connaissances. Donc de fait, je pense qu'il y a aussi un rôle d'orientation que nous devrons jouer, que ce soit via le CPF, via le CEP et les projets qui vont remettre, je pense, l'entreprise au cœur de l'accompagnement de l'accès à l'emploi. Plus sincèrement, pour moi, la formation est une condition de l'accès à l'emploi. Alors, si on inverse maintenant la logique et le regard, on parle beaucoup des entreprises, leur capacité à comprendre les grandes transformations, les métiers de demain, mais si on se passe du côté du salarié, de la personne qui recherche un emploi, est-ce que les gens que vous voyez, ils ont envie de changer, ils ont envie de s'adapter comme ça tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce qu'on n'est pas non plus corvéable et en disant tiens, il y a cette opportunité, je fonce dessus, puis après je fonce là. Voilà, il faut aussi une certaine logique et une envie de s'adapter et de changer. C'est connu. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la capacité première que nous avons. Hein. L'envie de changement, il n'est pas inné. On est quand même assez averse à ces types de changements. On aime nos zones de confort, peu importe qui nous sommes. Aujourd'hui, nos intérimaires et nos CDI intérimaires sont en capacité de changer puisqu'ils ont envie, parce qu'il y a cet abondement formation, parce que de toute façon, c'est la garantie d'un emploi de demain, c'est une trajectoire professionnelle, c'est pour avoir accès à un meilleur salaire. On sait aujourd'hui que c'est les 3 motivations premières à la formation. La formation, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, une des possibilités de ne pas être obligé de quitter son environnement géographique de proximité. C'est très important aujourd'hui, et même si on parle beaucoup de programmes internationaux, etc., c'est pas le cœur de la majorité en fait de nos compatriotes. Donc c'est comment je peux accompagner cette mobilité fonctionnelle, et ça passe par la formation. Et je pense qu'on a parlé d'éducation tout à l'heure, cette capacité qu'on aura tous à oser, à changer, à apprendre, elle fait partie aussi de l'éducation qu'on donne et qu'on reçoit, de notre envie ou
qui répondra plus sous une contrainte de besoin Tout à au fait, tout à démarrage de changement. Alors pour l'employeur, il y a une double contrainte, c'est de fidéliser ses collaborateurs, parce qu'ils peuvent partir. On a vu là que dans la question du BTS, de plus en plus, il y avait une demande forte de la part des entreprises, donc c'est de plus en plus aux détenteurs de BTS qui vont avoir le choix. Hein, la relation s'inverse, on le voit. Donc il faut les fidéliser, mais il faut aussi les faire s'adapter et les transformer finalement. Oui, c'est vrai que il y a un peu deux typologies différentes. Il y a des métiers sur lesquels il y a une très très forte demande. Donc dans tout ce qui est autour du numérique, c'est vrai que si vous êtes en capacité de maîtriser la gestion des données, faire des algorithmes, aller vers les nouvelles technologies, vous avez effectivement des marchés extrêmement porteurs où toutes les entreprises recherchent un peu les mêmes profils. Et donc à la charge des entreprises d'être le plus attractif possible. Mais par contre, vous avez surtout une énorme problématique qui est celle de continuer à faire évoluer les compétences des salariés, puisque quand on regarde finalement toutes les projections qu'on fait sur les compétences de demain, en fait, je pense qu'on est passé d'un moment où on se disait « oulala, la numérisation va automatiser tous les emplois, il n'y aura plus d'emplois ». Et on est très très loin de ces perspectives aujourd'hui. On est plutôt sur des perspectives où toutes les technologies numériques vont aider les collaborateurs, les aider à faire leur travail avec plus d'intelligence, avec plus de valeur ajoutée, et puis au contraire les décharger des tâches les plus pénibles. Mais ce qui veut dire forcément aider tous les collaborateurs à s'approprier tous ces nouveaux outils. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, on a beaucoup de demandes des collaborateurs pour être accompagnés. Et je dirais que c'est presque plus l'encadrement intermédiaire qui se pose des questions en se disant mais comment je vais gérer ces évolutions? Mais l'employé est très très demandeur. Et puis je crois qu'il y a aussi une très forte évolution des modalités de formation. Déjà qui a eu lieu depuis des dizaines d'années, mais je trouve qu'on commence à voir des expérimentations avec des modalités beaucoup plus immersives. Où, par exemple, je crois que quelqu'un tout à l'heure citait l'usine extraordinaire. On voit que, j'étais sur les stands, on voit par exemple de la réalité virtuelle qui va permettre à des personnes qui travaillent dans des usines de commencer à se former avant même que l'usine soit complètement construite ou avant même que la nouvelle chaîne de montage soit complètement construite, vont commencer à se former à l'utilisation pragmatique de ces outils. Donc il y a beaucoup de nouvelles techniques qui émergent, beaucoup de programmes. En fait, le message, ce serait aller vers de plus en plus de modalités de formation qui vous mettent ces nouveaux outils en main. Donc de la formation continue, de l'apprentissage, de la réalité virtuelle. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir amener tous ces outils le plus près possible du moment de travail. Moi, j'ai beaucoup aimé cette question où on retourne la question autour de les salariés. Et les salariés ont-ils envie? La réalité. C'est exemple le choix. C'est ça votre... Non. Justement, en fait, mon ressenti avec tous les candidats qu'on a accompagnés, placés et qu'on continue à former nous aussi, c'est que la curiosité et la volonté d'apprendre est à peu près aussi intuitive, importante pour l'être humain et génératrice d'énergie, que la peur du changement est une preuve plutôt de renfermement sur soi et de je vais pas très bien. Et en fait, quand on va bien, on a très très envie d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, d'être curieux. Et donc, moi, j'ai monté ma boîte pour à peu près les mêmes raisons que toi, Jérémy, c'est que je trouvais qu'on n'avait pas assez de possibilités de trouver un emploi qui nous énergise et qui nous donne envie d'y aller le matin. Une fois qu'on trouve un emploi comme ça, on est très content d'apprendre des choses nouvelles. Donc, essayons aussi, à titre individuel, et moi je remets souvent la responsabilité aussi sur chacun, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon boulot me plaise plus, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre plus, qu'est-ce que je peux faire pour que tout ça soit plus excitant. Et la routine n'est pas franchement hyper excitante. Alors, vous avez dit également que tout ce qui était données numériques et outils numériques donnaient un certain confort ou facilitaient la vie des entrepreneurs. Mais si on passe au stade dans quelques années de l'intelligence artificielle,
je m'adresse à Jérémy Lamery, là on voit un paysage, où on peut voir en tout cas un paysage très différent, un certain nombre de métiers complets qui risquent de disparaître pour une grande partie des salariés, remplacés justement par des intelligences artificielles. Alors oui, là je m'adresse en particulier aux lycéens qui sont dans la salle, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et on a entendu beaucoup de choses, et notamment tout et n'importe quoi. On se dit oui, les métiers il y a plein de métiers qui vont disparaître, on entend dire la moitié des métiers vont disparaître, ce genre de choses-là. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un métier, en fait, c'est un ensemble de compétences. Et plus précisément, quand on fait un métier, on fait plein de tâches qui sont cohérentes entre elles, et ça, c'est le métier. Et en fait, il y a certaines de ces tâches, on va les faire toujours de la même manière, on va les répéter. Et on dit que ces tâches, elles sont routinières. Et en fait, l'intelligence artificielle, l'IA, moi je l'appelle plutôt l'informatique algorithmique, parce que croyez-moi, ça n'a rien d'intelligent. Cette informatique algorithmique, en fait, elle a la capacité à répéter les choses toujours de la même manière. Donc quand moi je suis capable de faire quelque chose plein de fois, mais que la machine aussi, la machine elle va beaucoup moins s'épuiser que moi et elle le fera mieux. Donc ce qui fait que petit à petit, toutes les tâches routinières, celles qu'on doit répéter, on les fait faire par les machines. Et en les faisant faire par les machines, nous on n'a plus à les faire. Et il y a certains métiers où en fait quand on regarde toutes les tâches, il y a plein de tâches routinières dedans. Donc si les machines font toutes ces tâches-là, les tâches qui restent, ça ne suffit plus pour faire un métier. Donc là effectivement, ces métiers-là vont disparaître. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ces tâches qui restent, c'est ce qu'on appelle des tâches non routinières. Autrement dit, chaque fois qu'on doit la faire, c'est une nouvelle manière de la faire. Ce n'est pas déjà prévu à l'avance. Et c'est pour ça, quand le World Economic Forum dit que la principale qualité des gens dans les années à venir, ce sera résoudre des problèmes complexes, c'est parce qu'une tâche non routinière, c'est un problème à résoudre. C'est au moment où on doit faire ce qu'on a à faire, il n'y a pas encore de méthode toute faite pour le faire. On doit avoir des bonnes idées, autrement dit, faire preuve de créativité. On doit être capable de réfléchir à la meilleure manière de faire ce qu'on est en train de faire, autrement dit faire preuve d'esprit critique, où on va faire des liens, où on va réfléchir. Et ensuite, parce que de plus en plus de ces problèmes seront tellement complexes qu'on ne pourra pas les résoudre tout seul, il faudra le faire avec des gens. Autrement dit, il faudra être capable de bien communiquer et bien coopérer. Et donc c'est simplement pour ça que tout ça est en train d'arriver. Parce que derrière le digital, on a tous ces algorithmes qui petit à petit sont capables de faire les tâches qu'on appelle routinières, et que celles qui restent pour les humains, c'est celles-là. Et ce qui nous donnera du boulot demain, c'est notre capacité à faire ces tâches non routinières, et donc à utiliser notre créativité, notre esprit critique, notre communication et notre coopération. Et en proportion, entre les tâches routinières qui vont être supprimées et alors, celles qui seront plus intelligentes. Il y a beaucoup d'études qui sont parues. Celle qui a fait beaucoup de bruit, c'était celle de l'université d'Oxford, qui est parue il y a maintenant 5 ans, et qui disait que 47% des métiers allaient disparaître. L'OCDE, 2 ans plus tard, a fait une contre-étude en disant que non, en fait, ce n'était pas 47%, mais c'était plutôt 9 à 12%. Et là, il y a une étude qui est sortie plus tôt cette année par McKinsey, qui, je trouve, est vraiment la plus aboutie sur le sujet, et qui explique que globalement, à peu de choses près, c'est 10% des métiers qui vont pouvoir être automatisés avec plus de 70% de probabilité. Mais autrement dit, qu'il y a plein de métiers, par exemple, on disait ouais, le métier de comptable, il va disparaître, il va être automatisé. Parce que quand on regarde la fiche de poste d'un comptable, il y a plein de tâches routinières. Mais là, c'est un problème de méthode de ceux qui ont fait les études. C'est qu'en général, quand on définit un métier, on y définit ce qu'on fait la plupart du temps, pas les petits trucs. Et ce qui fait la différence dans ce métier, c'est les petits trucs. Et donc, en fait, on voit qu'un métier comme le comptable, oui, il va y en avoir moins, mais on en aura toujours besoin, et surtout, on aura besoin de profils différents. Et si on prend quelques métiers, par exemple, quelle est votre appréciation sur chauffeur de taxi, par exemple? Aujourd'hui, ils ne choisissent plus le trajet, parce que c'est Waze. Et demain, avec la voiture autonome, on n'aura plus besoin de chauffeur de taxi. Alors, tout à fait. Pharmacien, par exemple, également. Avocat. Un chauffeur de taxi, il y a 30 ans, il ne pouvait pas se permettre d'être en train de conduire avec sa carte et puis de dire « attendez, hop ». Donc, le chauffeur de taxi devait avoir une très bonne mémoire des lieux, ce qu'on appelle une mémoire spatiale. Il devait avoir une très bonne mémoire spatiale. Et cette intelligence spatiale lui permettait d'être un très bon chauffeur de taxi. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi, tout ce dont il a besoin, c'est être capable de comprendre ce que le GPS lui dit, ce que Waze lui dit, et conduire. Et savoir conduire, mais ce n'est même pas garanti. Et avoir un très bon relationnel avec ses clients. Alors, ça dépend si on parle des G7 ou si on parle d'Uber.
Mais Les deux, G7 a évolué beaucoup parce que justement, et ça, c'est la relation devenu la client qui va faire compétence la maintenant différence. première. G7 a évolué, C'est devenu la compétence essentielle. Oui. ça a beaucoup évolué et effectivement, c'est une vraie capacité de communication, là pour le coup. Mais petit à petit, on voit tous les investissements qui sont faits sur le sujet de la voiture autonome, où on n'aura plus besoin de chauffeurs, et on y arrivera à partir du moment où, en fait, ce qui fait la différence aujourd'hui entre une machine et un être humain dans une voiture, c'est que l'être humain, il est capable d'interpréter ce qui se passe sur la route. Et quand il voit un petit chat qui traverse ou une grand-mère qui traverse, il ne se dit pas « Ah, ça doit être une tache sur la route », il sait que c'est une grand-mère. L'ordinateur ne sait pas encore faire ça. Donc c'est-à-dire que l'être humain est capable d'esprit critique, là où l'ordinateur n'en est pas capable aujourd'hui. L'ordinateur, il sait juste reconnaître des choses qu'il a en base de données. Juste un Bien sûr. point supplémentaire, parce que c'est exactement l'objet de l'étude qu'on a publiée avec le G20 des entrepreneurs, donc c'est tout à fait cohérent avec ce que vous dites. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, tous les métiers vont être impactés. C'est-à-dire que toutes ces tâches, tous les métiers ont un certain volant de tâches répétitives, ont un certain volant d'analyse, ont un certain volant d'encadrement, etc., etc. Et donc, quand on analyse au niveau des tâches, quel va être l'impact des nouvelles technologies, on se rend compte qu'il y a sur beaucoup de tâches, la nouvelle technologie va être une aide. Vous allez pouvoir faire plus vite, mieux, plus efficacement votre tâche. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tâches essentiellement répétitives qui vont pouvoir être automatisées. Et on arrive effectivement sur des statistiques aujourd'hui qui ne sont pas du tout alarmantes, qui disent qu'effectivement 75-80% des métiers vont continuer à exister. Mais ce qui est inquiétant en revanche, c'est qu'il y a quand même un certain nombre, il y a un peu la double peine, c'est-à-dire que si on corrèle quel type de tâche va être plus susceptible d'être automatisé, ce sont quand même beaucoup des métiers qui sont occupés par des gens qui ont peu de formation aujourd'hui, des métiers plus manuels notamment. Et donc on va être face à des personnes qui, d'une part, ont déjà peut-être un bagage éducatif plus faible et peut-être une capacité à continuer à apprendre plus faible, et sur lesquelles les pouvoirs publics n'ont pas mis tellement de moyens non plus pour investir dans la formation continue. Et donc, c'est vraiment ces populations qui vont être à risque et pour lesquelles, effectivement, et les pouvoirs publics et les entreprises doivent investir. Alors, un dernier point peut-être. D'abord, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Réaction? N'hésitez pas. Monsieur, au premier rang dans la salle. Est-ce qu'on peut avoir un micro? J'en profite en attendant, j'ai une question, puisqu'on a la chance d'avoir plein de lycéens. Qui parmi vous aimerait faire le même métier toute sa vie? C'est un métier passion. Voilà. Et la question inverse, ne la posez pas, on ne sait jamais. Qui veut faire plus que 5 métiers dans sa vie? Qui pense qu'il aura plus que 5 métiers dans toute sa vie, mais pas parce que le marché le dit, parce que vous en avez envie? Qui ne sait pas? Moi, j'ai une réflexion partagée, une question à vous poser, à tous les quatre. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Homo sapiens, et qui explique très bien qu'à l'époque où on s'est connus avec Bruno Fuchs, à l'époque des cavernes, on était chasseurs-cueilleurs, et les conditions de notre survie, c'était notre capacité, et de notre capacité d'adaptation, c'était le fait de vivre en tribu et d'être nomade et d'aller chasser dans un rayon de 50-100 km, de chasser et de cueillir. Et puis, il y a la première révolution agricole qui est arrivée, la deuxième, puis la première révolution industrielle, la deuxième. Puis, il y a la troisième qui est arrivée, et manque de chance, autant les 2 premières révolutions agricoles et les 2 premières révolutions industrielles, elles nous ont sédentarisés et entraînés, comme vous l'avez rappelé, dans des travaux de routine. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui constitue le risque de mort lente d'une entreprise comme d'un individu ou d'une nation, c'est justement cet esprit de routine. Donc Caroline Pailloux rappelait le bonheur. Et donc aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver la capacité à réinitialiser cette culture de chasseur-cueilleur dans l'économie de la connaissance qui fait que chacun d'entre nous devient proactif et conscient que c'est indispensable pour continuer à évoluer, faire évoluer l'entreprise, parce que c'est comme ça qu'elle va s'adapter. Sinon, ce sont des animaux qui périront de manque d'agilité précisément. Alors, pardon. Ah, merci.
Donc c'est important, cet aspect-là, il est extrêmement important puisqu'il faut savoir que l'époque où on n'était pas sédentarisé... Ça, c'est pas très éthique. Hein. Mais c'est drôle. On va l'accepter, mais... C'est drôle. Non, bravo. Il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, les compétences dont on a parlé, la créativité, l'esprit critique, la communication, la coopération, c'est les compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle, en gros. Parce que c'est celles dont on a besoin pour continuer à créer de la valeur dans une économie où le digital est capable de faire tout le reste. Mais en fait, elles ne sont pas du tout du 21e siècle. C'est effectivement les compétences qu'on avait avant d'être sédentaire et en sécurité. Il y a les deux, hein. C'est-à-dire que Yuval, il en parle un peu plus après dans la suite, mais le facteur de sécurité compte beaucoup. Et en fait, il faut savoir qu'un bébé, on ne lui apprend pas à parler ou à marcher. L'être humain est une machine à apprendre. C'est le système éducatif et le système productif dans lesquels on vit qui en fait le fige. On a deux grandes modalités dans le cerveau, le système automatique et le système adaptatif. Le système automatique, c'est ce qu'on appelle le cortex pariétal. Et c'est là que se situent nos habitudes, nos réflexes, nos expertises. Et le cortex préfrontal, c'est toute la partie avec laquelle en fait, on réfléchit et on traite en temps réel les informations. Et le système éducatif et les systèmes productifs, en nous poussant à exercer des expertises, à les répéter et à faire des choses qui sont liées notamment à l'obéissance, à tout ça, ils nous sortent de cette partie-là. Donc, on n'a pas grand-chose à faire pour être capable d'aider l'être humain à être plus adaptable. Il faut simplement, à l'enfance, le laisser apprendre. Tu as parlé de sécurité. Si je ne me trompe pas, quand on était obligé d'être mobile, quand on était obligé d'aller à la chasse, c'est parce qu'on y était contraint. Parce que soit il y avait des problématiques de climat et que l'adaptation, elle a été quelque chose d'obligatoire pour la survie. Et je pense qu'à un moment donné, même s'il ne faut pas qu'on arrive à ces aboutissements-là, pour changer, il va falloir qu'on ait la conscience aussi que c'est une obligation et une nécessité de survie de chacun d'entre nous pour avoir un job, pour vivre mieux, etc. Et on sera, comme l'homo sapiens à un moment donné, on bougera quand on sera obligé de le faire. Ce qui est malheureux. Mais c'est maintenant, bien sûr. Bien sûr, c'est maintenant. Et puis il y a aussi, on parle toujours des rôles modèles, mais finalement, dans l'entreprise, ce besoin permanent d'apprentissage, il doit partir du haut et tout le monde apprend à tout moment, et d'autant plus dans un contexte où tout s'accélère. Et la capacité à apprendre tout au long de la vie, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on l'a perdu en grande partie, mais un bébé, il l'a, et c'est simplement le système dans lequel il évolue qui la lui endort, qui la lui fait perdre en quelque sorte. Mais c'est-à-dire que pour tous ceux qui arrivent, si on repense bien notre système éducatif, si on repense bien notre système productif dans la manière dont on laisse les gens, en gros, utiliser leur cortex préfrontal, on n'aura pas un travail énorme à faire là-dessus. Il faut bien comprendre que l'être humain est une machine à apprendre. Donc c'est bien à l'école que ça se passe. Donc il y a quand même des choses à faire. Pas dans l'école d'aujourd'hui. Il y a aussi, non, mais il y a aussi des choses à repenser à l'école, et il y a des écoles qui repensent ça aussi sur la capacité à apprendre. Moi, pour continuer dans la même lignée, c'est en apprenant aux gens à apprendre, et en particulier à l'école, au lycée, dans leurs entreprises. Et c'est comme ça qu'on réinitialisera le modèle. C'est en créant cette dynamique d'apprentissage, de créativité, d'esprit critique. Dans les deux systèmes, le système éducatif et le système productif. Et c'est ce qu'on a vu ce matin, hein. C'était la première table ronde de ce matin, avec depuis différents modèles d'enseignement, l'école Montessori, etc., mais aussi l'éducation nationale française qui évolue quand même assez vite, assez rapidement, suffisamment rapidement par rapport aux besoins ou pas. En tout cas, on a vu des transformations assez rapides ce matin en tout cas. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour vos interventions. Merci à vous aussi d'avoir pu animer.